les autres. Les wagons à bestiaux, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Hein. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de siège, il n'y a rien. Hein, où on y met de la marchandise, où on y met des animaux. Il y a juste dans un coin une petite lucarne, c'est-à-dire c'est peut-être grand comme ça, juste dans un coin, ça laisse rentrer un peu d'air et de lumière. Mais bien sûr, on ne peut pas sortir parce que c'est trop étroit. Puis c'est souvent entravé de fils barbelés. Et puis ça laisse rentrer, je vous dis, comme ça, juste un... Bon, alors, il n'y a rien. Quand on nous a entassés là-dedans, on ferme les wagons et on les plombe. Donc on sait que nous, on est enfermés, on ne peut pas en sortir. Et puis ils nous ont donné ni à manger ni à boire. Et ils nous ont dit, il y a un récipient dans un coin, et c'est là où vous ferez vos besoins. Alors, on ne savait pas combien de temps durerait le voyage, mais tout le monde se dit, si ça ne dure pas trop longtemps, ça va, mais s'il faut faire nos besoins comme ça devant tout le monde, on pensait que c'était pas possible, que c'était pas faisable, et que puis tout le monde a attendu, et puis il faisait chaud, c'était quand même, on était dans la deuxième quinzaine de juillet, et puis il a fallu se décider quand même à y aller. Alors on a abrité du regard avec un manteau, une couverture comme ça, les gens faisaient leurs besoins, mais c'était pas pratique, c'était humiliant, c'était insupportable, et puis ça a été plein, puis ça a débordé à l'intérieur. Je vous dis pas pour l'humiliation pour les gens qui étaient en liberté 8 jours avant, qui n'avaient rien à se reprocher. On a vécu ça donc pendant quand même 3 jours et 3 nuits, c'est de dire que quelque part on était extrêmement humiliés, extrêmement malheureux. Et puis évidemment, on se posait des questions. Alors moi je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire, ma mère, comment ça va se passer pour elle, sans ses aînés, sans son mari, avec les petits. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui écrivaient sur des bouts de papier, puis qui jetaient ça par la lucarne. Surtout quand le train était arrêté, c'est-à-dire quand on était dans des endroits habités. Et moi j'avais un petit carnet dans ma poche, j'ai détaché, vous savez, un carnet grand comme la main, j'ai détaché une feuille du carnet, soigneusement, puis j'ai écrit un mot à ma mère. Je me souviens que je lui avais écrit, le début c'était « Maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons ». C'est une rumeur. Je ne sais pas si c'est les Allemands qui l'avaient dit ou si c'est quelqu'un qui avait imaginé que dans la deuxième quinzaine de juillet, j'en sais rien. Mais c'est ce que je lui ai écrit, puis je ne me souviens plus de la suite, mais j'ai dû lui mettre que je l'aimais, qu'on reviendrait bientôt, qu'elle garde courage, etc. J'ai mis son adresse, et puis j'ai mis une pièce de monnaie, j'ai replié mon papier, j'avais un petit élastique que j'ai mis autour pour maintenir tout ça ensemble. Je me suis dit, la pièce, ça va empêcher le papier de s'envoler n'importe où, et puis ça va rester comme ça, et ça va tomber. Et puis je me suis dit, si quelqu'un le ramasse, ça payera peut-être le timbre pour envoyer la lettre à ma mère. Et ma mère l'a reçue, et ça a été... J'avais ma sacoche, là, je ne sais pas où elle est passée. Ah, elle est là derrière. Je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'ai une photocopie de la lettre, merci, du cheminot qui l'a ramassée et puis qui l'a fait parvenir à ma mère. Alors, c'est là, tout à l'heure, si vous voulez regarder, c'est la lettre du cheminot. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui ont dû envoyer des mots comme moi. On sera 76 000 environ juifs déportés de France en direction d'Auschwitz, le camp d'extermination. Sur les 76 000, écoutez bien, il y en a 97% qui vont mourir. Donc on peut imaginer que pour 97% des mots qui ont été jetés, c'était le dernier mot avant la mort. Eh bien, les cheminots, dans la majorité des cas, les ont ramassés, ils les ont recherchés systématiquement et ils les ont fait parvenir à destination. Bon, j'en arrive à la fin du voyage. Alors on a vu à travers entre les planches du wagon, quand on traversait une gare ou par la lucarne, on voyait qu'on traversait des gares françaises. Bon, puis après c'était des gares allemandes, des non allemands, et puis après on ne savait plus où on était en Pologne.
au bout de 3 jours et 3 nuits, le train s'arrête enfin. Et on est arrivé, et on commence à entendre un remue-ménage dehors, des cris, des ordres qui sont criés. Ils tapent sur les trucs. Il y avait une mise en scène pour nous terroriser, pour nous effrayer. Alors, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de panneau, on ne pouvait pas lire où on était. Il n'y avait pas de quai non plus. C'était la fin des rails au milieu d'un champ. Et quand les portes se sont ouvertes et qu'on a entendu hurler des ordres en allemand, crier avec des haut-parleurs, etc. Et puis il y avait des chiens qui étaient hystériques, qui aboyaient parce que les SS qui tenaient les chiens en laisse, c'était à nous effrayer, à tenter de nous mordre. Et puis très vite, il y a eu des coups de bâton. Alors, quand les gens sont restés 3 jours et 3 nuits comme ça, sans pouvoir marcher, sans pouvoir bouger, tout le monde était ankylosé. Et puis c'est haut, les wagons à bestiaux, quand il n'y a pas de quai. Donc les gens qui arrivaient, ils étaient maladroits. Surtout, ils tenaient leur bagage à la main, donc ils tombaient les uns sur les autres. Il y avait de la boue. Donc, en dehors des SS qui avaient leur fusil à l'épaule et puis qui tenaient les chiens, on a eu l'étonnement de voir qu'il y avait des bagnards, c'est-à-dire des gens qui avaient la tenue que nous, on appellera les pyjamas rayés, c'est-à-dire les tenues de bagnards, quoi. Et ça, alors, on peut imaginer le choc, parce qu'on a compris qu'on n'arrivait pas en Ukraine pour faire les moissons, mais on arrivait dans un bagne, et puis il y avait ces ordres qui étaient écrits dans une langue dont je ne comprenais pas un mot, mais je suppose qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui ne comprenaient pas l'allemand. Et puis il y a eu tout de suite les coups. Alors, quand on ne savait pas, nous, quels étaient les ordres. Alors, on en voyait qui avait l'air de réagir tout de suite. On disait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut rien garder dans les mains. On n'a déjà pas grand-chose, mais il faut jeter ça par terre. Mais les femmes avec leur sac à main, pareil. Et vous imaginez une femme jeter son sac comme ça dans la boue par terre, alors que dedans, elle a ce qu'elle a de plus précieux, ses papiers d'identité, des photos de ses enfants, de l'argent, peut-être ses bijoux, j'en sais rien, hein, mais bon, on peut l'imaginer. Jeter ça comme ça, alors que, bon, c'était quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et puis tout de suite, ceux qui ne faisaient pas recevaient des coups de bâton, donc il fallait. Et puis, un autre ordre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut courir à l'avant du wagon, du train. Et bien sûr, il y avait la voie ferrée, nous on était là, séparer les hommes des femmes, bien sûr, et puis on voyait des officiers au bout qui nous faisaient face, qui étaient debout, et puis on saura par la suite qu'il y avait toujours un ou plusieurs médecins SS parmi les officiers, et là ils faisaient le tri, le premier tri, c'est ce qu'on a appelé la première sélection. Alors c'est toujours la même chose. Les enfants et les femmes avec des enfants, on les dirigeait vers les camions. Les femmes qui avaient des enfants dans les bras, dans les camions, celles qui les tenaient par la main, pareil, dans les camions. Les personnes âgées ou les gens qui avaient l'air malades ou qui marchaient difficilement, qui avaient une canne, tous ceux qui avaient l'air plus ou moins invalides, disons, pas bons pour le travail, on les faisait monter dans les camions. Et puis les autres, on les faisait monter. Et ceux qu'on avait fait monter dans les camions partaient et ils allaient directement vers un endroit où il y avait des chambres à gaz et des fours crématoires. On les dispersait dans chacun à partir de avril-mai de l'année suivante, 43, il y en aura 4 tout neufs construits, chacun avec sa chambre à gaz et ses fours crématoires. Et donc on les faisait rentrer dans une espèce de grande pièce. On leur donnait l'ordre de se déshabiller tout nus. Alors là encore, je vous laisse imaginer, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, et on leur donne l'ordre de se mettre tout nus devant tout le monde. Je peux vous dire que moi j'ai vécu ça, c'est pas simple du tout. La première fois que moi j'ai dû me déshabiller devant tout le monde, j'ai pu enlever le haut, mais avant d'enlever ma culotte, j'étais timide, j'étais pudique, pieux. Ça me paraissait un truc impossible à faire. Puis les coups de bâton sont arrivés, donc je me suis déshabillé. J'ai vu mon père obligé de se déshabiller devant tout le monde.
Bref. Alors pour ces gens-là, ils descendent du train, ils sont là, et puis les femmes devant les hommes, les bébés, les enfants, tout ça. Et puis à ce moment-là, on les fait rentrer de force, soi-disant pour prendre une douche. On les entasse, on les entasse, on les entasse. On ferme une porte hermétique. Et puis il y a un SS qui a une espèce de grosse boîte de conserve qu'ils ouvrent, je ne sais pas comment, et ils balancent le produit. Il y a un orifice au-dessus de la soi-disant salle de douche, et ils versent le produit, et le produit tombe à l'intérieur de la chambre à gaz, et il dégage un gaz toxique. Le produit, ça s'appelle le cyclone B. Ça dégage un gaz toxique qui est très vite mortel, et en l'espace d'une quinzaine de minutes, je ne sais pas le temps exact, si c'est 20 minutes ou si c'est seulement 10 minutes, mais c'est de cet ordre-là, ça asphyxie les gens, et le SS, il est dans une pièce par un hublot, il regarde à l'intérieur, et il voit quand ça finit de bouger, il sait que les gens sont morts, et à ce moment-là, ils ouvrent la porte de la chambre à gaz, ils actionnent des ventilateurs pour chasser l'air toxique, et puis quand l'air est évacué, il y a des déportés qui sont là, en tenue de bagnard, c'est leur travail, ils sont attachés à ce travail-là, ils font ça tous les jours, et ils sortent les cadavres de la chambre à gaz, ils récupèrent les cheveux longs, essentiellement sur le crâne des femmes, ils les tondent, ils récupèrent aussi tout ce qui a de la valeur, les alliances, les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, tout ce qui est en or. Ils regardent dans la bouche des adultes, là où, pour enlever les dents en or. Donc c'est une équipe qui vient, les pseudo-dentistes, ils sont outillés pour ça, ils arrachent, ils récupèrent l'or des dents, ils les mettent dans des boîtes. Et tout ça, ça part pour les SS. Les vêtements sont entassés, ramassés, et puis ça part aussi, ils débarrassent, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Les cadavres qu'on a sortis, une fois qu'on a récupéré les cheveux et les objets de valeur, on les brûle. Donc le jour même de leur arrivée, ils sont gazés et brûlés. Et nous, dans le camp, on voit la fumée les trains qui arrivent, les nouveaux trains, et puis les cheminées qui fument. Et quand le vent pousse la fumée vers l'intérieur du camp, on sent l'odeur de chair brûlée. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont été sélectionnés à la première sélection à l'arrivée. Pour les autres, ceux qui sont rentrés dans le camp, donc c'était mon cas, celui de mon père et de mon frère. Pour ma sœur, je n'ai jamais rien su, puisque à partir du moment où on est arrivé dans l'endroit où on nous a emprisonnés, à Angers, je n'ai plus jamais revu. Donc nous, on marche 2 ou 3 kilomètres, on rentre dans le camp, on nous fait rentrer dans une grande salle, on nous donne l'ordre de nous déshabiller tout nus, comme je disais tout à l'heure. Une fois tout nus, il y a des déportés en tenue de bagnard qui ramassent les affaires et qui les mélangent. On comprend qu'on ne les reverra plus. Il y a une équipe qui vient, les coiffeurs, entre guillemets, et qui nous tombe le crâne à tous. Je vois mon père tout d'un coup avec le crâne tendu, mon frère, moi, les autres, tout le monde. Ils nous rasent, donc les moustaches, les barbes, les poils sur les bras, le pubis. Moi, j'ai pas le moindre poil, non pas sur rasoir partout. Et après, il y a une équipe qui vient et qui nous tatoue un numéro de matricule sur l'avant-bras gauche. Alors, je vous le montre, s'il y en a qui ont des portables et qui veulent le photographier tout à l'heure, vous pourrez le faire. Je vous dis ça aussi parce que vous n'aurez peut-être pas d'autres occasions. Et puis, moi j'ai 87 ans et demi, donc on arrive un peu au terme de notre vie et que je ne suis pas sûr que je serai en état de continuer à témoigner longtemps. Donc c'est une occasion et bien sûr ça laissera une trace et comme mon but en témoignant c'est de laisser des traces, et bien, vous, ceux qui auront ce genre de choses qui rappelleront le récit de ce qu'ont fait les nazis pendant la guerre, ça continuera ce que moi je suis en train de faire en ce moment. Bon voilà, donc j'ai un numéro, je ne suis plus Henri Boran, je suis le 51 055. Bon,
Et sur la veste, je vais coudre un bout de coton blanc sur lequel il y a ce numéro qui est précédé d'un signe distinctif. Alors les politiques, ceux qui ont été arrêtés et déportés pour raison politique, ils ont un triangle rouge. Les juifs ont une étoile de David, une étoile à 6 branches. Dans le triangle rouge, il y a souvent l'initiale du pays dont on est issu. Alors pour les Français, il y a un F, pour les Polonais un P, pour les Allemands un D, comme Deutschland. Et donc, comme c'est cousu sur la veste à gauche et sur le pantalon à droite, les gens qui vous croisent, et les chefs et les SS, en regardant, ils savent, ils ont des informations sur nous. Alors les informations, c'est pas seulement le triangle. Alors, j'ai parlé du triangle rouge, il y a les triangles verts aussi. Le triangle vert, c'est spécialement des Allemands. Elle a éternué. Il y a une formule en yiddish qui dit « Sie hat genoss auf dem Memes ». Ça veut dire, traduit, ça veut dire « elle a éternué sur la vérité ». Ce qui prouve que ce que je vous dis, c'est vrai. Bon, pensez-en ce que vous voulez. Mais j'ai toujours entendu ça en famille, quand quelqu'un éternuait, au moins qu'un autre. Bon, donc, j'ai le numéro, ça indique aussi, pour ceux qui ont l'habitude dans le temps, à quel moment je suis arrivé. Pour que vous compreniez, moi j'ai 51 000, il y a des Français qui sont arrivés 15 jours avant moi, c'est les 45 000. J'ai des copains qui sont arrivés au mois de septembre, là on est en juillet, au mois de septembre ils auront 65 000. C'est pour vous dire que quand on regarde le numéro, on se dit celui-là il est là depuis 6 mois, ou il est là depuis 1 an, ou il est là depuis 15 jours, donc c'est une information. Les triangles verts, c'est seulement, exclusivement des Allemands qui étaient dans les prisons, qui avaient été condamnés pour des crimes de droit commun. Peut-être c'était des meurtriers, peut-être qu'ils avaient tué ou violé, ou genre, c'est pas grave. Bref, ils faisaient une peine de longue durée en prison. On les a sortis de prison, on les a mis dans le camp et on leur a donné les pouvoirs. Ils ont des brassards avec leurs titres, ils sont capots, c'est-à-dire chefs d'un groupe de travail, ou ils sont chefs de baraque. Le terme, c'était Blockadester, chef de baraque. Bref, ceux qui ont des grades, ils ont... c'est marqué sur leur brassard. Et donc ces gens qui étaient des criminels, ils sont dans le camp et ils ont le pouvoir, ils se baladent avec des bâtons à la main, ils nous tapent, ils nous tuent, ils ont tous les droits. Ils n'ont pas seulement des droits, mais ils sont là pour ça. Et c'est que dans la mesure où ils font ce qu'on attend d'eux, qu'ils gardent leurs privilèges et leur grade. Donc je peux vous dire que on était... ils ne se sont pas privés de nous taper dessus et de nous tuer à longueur de journée. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, alors on nous faisait faire des travaux extrêmement pénibles, ça a été évoqué tout à l'heure. Au début, quand on est arrivé, on portait des espèces de caisses assez lourdes, avec des brancards, vous savez, un homme devant, un homme derrière, il fallait les remplir, il fallait courir avec ça, le vider au bout de 200-300 mètres. De chaque côté, il y avait des gens avec des bâtons, c'était des capots et des sous-capots. Les sous-capots, en allemand, on les appelait les Vorarbeiter. Et ils nous tapaient dessus en nous criant « Loche, là, vite, plus vite ». Et puis, si on renversait, ils nous tapaient dessus. Si on n'avait pas assez rempli, on nous tapait dessus. Si on avait perdu nos chaussures. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand, une fois qu'ils nous ont mis à poil et qu'ils nous ont tatoués et tondus, ils nous ont balancé un sac avec un tas de vêtements. Et dans ces vêtements, il y avait des pyjamas rayés dont je vous parlais, c'était la veste et le pantalon. Et puis il y avait des chaussures. Alors, la veste et le pantalon, ils étaient encore tièdes et humides parce qu'on les avait passés à la vapeur pour tuer les parasites. Et là-bas, on était couverts de poux. Et les poux, c'était ce qui transmettait une maladie qui s'appelle le typhus. Et le typhus, c'est une maladie très traumatisante. Ça donne 42 fièvres. Et comme on était en état de moindre résistance parce qu'on était sous-alimenté, affamé, épuisé par le travail, tout ça, ça faisait des épidémies qui ont tué énormément de gens dans les camps, et en particulier là où j'étais. Et puis après ça, il y a eu une épidémie de dysenterie. Est-ce que c'était les suites du typhus ou est-ce que c'était un autre microbe, un autre virus, j'en sais rien. Bref. Bon, donc ces vêtements,
c'était pas des vêtements neufs, c'était des vêtements dans lesquels étaient morts les autres déportés. Il y avait encore les traces des travaux qu'ils avaient faits, parce que si par exemple on transporte des sacs de ciment toute la journée, on a du ciment partout, on est dégueulasse, ça nous colle à la sueur. Bref, si les types avaient des plaies, il y avait le puits qui avait laissé des traces dans l'intérieur des vêtements, qui étaient plus ou moins déchirés. Je ne vous dis pas s'ils avaient des dysenteries, des traces qu'on trouvait dans les pantalons, enfin bref. Donc c'est ça qu'on nous a donné pour nous habiller. Et voilà, donc on courait avec ça, on prenait des coups de bâton, on ne pouvait pas voir parce que c'est une région, c'est un climat très continental. Très continental, ça veut dire qu'il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Continental, c'est par opposition aux gens qui habitent en bord de mer où il y a un climat modéré. Là, c'est tout le contraire, c'est à l'intérieur des terres, très loin dans les terres. Et c'était le cas là-bas à Auschwitz où il faisait très, très chaud l'été, très froid l'hiver. Enfin, bref. Donc, on ne pouvait pas boire, on courait comme des cinglés. Les chaussures qu'on nous avait données, les Français, on appelait ça des claquettes parce que c'était une semelle de bois rigide avec un montant en toile. Pour ne pas le perdre, il ne fallait pas lever la jambe parce qu'il fallait glisser les pieds comme ça. Alors courir avec ça, on avait tous des plaies aux pieds qui s'infectaient. Quand dans la boue, on les perdait, sur les cailloux, c'est pareil. Enfin, bref, on nous avait déguisés avec ces trucs-là et c'était un vrai calvaire et très vite, les gens étaient épuisés et très vite, il y avait des morts partout. Et dès le premier jour, on nous a fait mettre en rang, comme pour les formations militaires, on nous donnait des ordres. Alors les ordres, tant pis pour la caméra, les ordres c'était bon, mais c'est en allemand. Alors en allemand ça donnait ça. Stillstand, mitten, hop, mitten, hop. Il fallait faire les mouvements tous ensemble et bien faire. Et bon, au début, on ne comprend pas les mots, et puis même si on faisait tout bien, ils en chopaient un comme ça, et puis ils le tabassaient, et ils le tuaient. Et ils nous disaient, voilà, maintenant, dès le premier jour, hein, maintenant votre vie ici n'a plus aucune importance. D'ailleurs, faites-vous aucune illusion, d'ici aucun de vous ne sortira vivant, d'ici vous ne sortirez que par la cheminée et crématoire. Donc, on voit qu'ils nous tabassent à mort, on voit que dans le camp il y a des morts partout, il y en a dont le travail c'est toute la journée de se déplacer avec des charrettes à bras, et puis ils ramassent les morts, ils les mettent dessus, et ils les amènent dans un endroit où ils les empilent, et puis il y a un camion qui vient les chercher pour les amener au crématorium où on va les brûler. Donc c'est l'affolement, c'est la terreur, c'est la démoralisation. On sait que c'est là qu'on va finir nos jours et qu'on ne va pas tenir longtemps. Et puis on voit les gens qui maigrissent à une vitesse incroyable. Maigrissent bien sûr parce qu'on nous donne trop peu de nourriture et puis parce qu'on s'épuise. Bref, quand je vous ai dit qu'on transportait les cailloux, je ne sais pas si je vous ai dit que le lendemain, on les ramène là où on les a pris. Donc on voit bien qu'ils font ça pour nous faire crever plus vite. Donc voilà le climat. Puis très vite, moi j'ai attrapé le typhus avec l'époux. L'époux, on en a des quantités. À midi, on arrête le travail, on distribue environ 1 litre de soupe. Si on passe au début du tonneau, on a de la flotte. Quand on arrive vers le fond du tonneau, parce qu'on calcule pour essayer d'arriver au fond, et puis si à ce moment-là, le capot qui distribue la soupe, il met le fond de côté pour lui et ses copains, et puis on a le dessus du niveau. Enfin bref, on est obsédé par la nourriture, on a faim jour et nuit. Et puis les gens meurent autour de vous. Et puis moi j'ai attrapé le typhus très vite, mais j'avais encore mon frère. On est resté seulement 8 jours avec mon père et mon frère dans la même baraque. Ensuite on nous a pris, mon frère et moi, on nous a mis dans une baraque de jeunes. Donc j'ai essayé de voir mon père le soir. Puis au bout de 3 semaines, 1 mois, j'arrivais plus à le voir. Et puis quand j'ai commencé... Alors, une chose que je veux signaler aussi, c'est que quand on est malade, on ne peut pas survivre parce qu'on ne tient pas sur ses jambes. Et si on survit, c'est parce qu'on a encore des amis. Moi, j'avais mon frère et puis quelques Français qui, quand je revenais du travail avec 42 fièvres, qui me soutenaient parce que autrement,
j'aurais pas pu marcher, on m'aurait mis avec les morts. Et pendant l'appel, c'était pareil. Pendant l'appel, au bout d'un certain temps, quand j'étais malade, je voyais plus la baraque d'en face et puis je tombais dans les pommes. Et à ce moment-là, parce que les comptes, ils étaient difficiles à faire, parce qu'ils étaient rarement justes la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des morts qu'on n'avait pas encore retrouvés. Il fallait que pour chaque baraque, il y ait le compte précis des morts, des vivants et des morts. Donc il fallait, quand le compte n'était pas juste, il y avait des gens qui étaient obligés d'aller regarder partout pour voir, pour retrouver les morts, regarder leur numéro, savoir à quelle baraque il fallait les ramener. Et puis donc, après plusieurs fois, des fois ça durait des heures, surtout le soir, parce que le matin, on sortait de la baraque pour aller en commando, pour aller travailler.